Voilà, donc on va corriger les deux exercices du DM en fait. Donc on va d'abord commencer par l'exercice 9. Donc dans cet exercice 9, on a une urne, on a n jetons notés de 1 à n, numérotés de 1 à n, avec n évidemment plus grand que 2, puisqu'on va avoir au moins 2 jetons pour que ce soit intéressant. On extrait de l'urne 2 jetons, sans remise. N1, c'est la variable aléatoire qui donne le numéro du premier jeton. N2, la variable aléatoire qui donne le numéro du deuxième. Rien de bien compliqué. Donc, première question, on nous demande de déterminer la probabilité que N1 soit égal à I, sachant que I est un entier de l'ensemble 1N. Donc, I dans l'ensemble 1N. Et on doit calculer la probabilité que la variable aléatoire N1 soit égale à I. Vous prenez un jeton dans un ensemble de n jetons, puisque c'est le premier, on n'en a pas encore pris. Vous avez donc une probabilité de 1 sur n, ça ne nous pose aucune difficulté. Donc qu'est-ce que l'on peut dire là-dedans? Eh bien on peut dire que la variable aléatoire, même si ce n'est pas exactement comme ça que ça nous est demandé, la variable aléatoire, en fait, elle va suivre la loi uniforme sur un n. Première question, toute simple. Deuxième question, on nous demande de déterminer une loi conditionnelle, la probabilité que n2 soit égal à j, sachant que n1 est égal à i. Donc on commence par se donner un couple ij dans 1n au carré, et là il peut se passer deux choses. Premier cas, i est égal à j. Quelle est la probabilité qu'on tire le numéro j, sache au deuxième tirage, sachant qu'on a pris déjà ce même numéro au premier tirage et qu'il n'y a pas de remise. S'il n'y a pas de remise et que j'ai déjà pris le jeton numéroté i au premier tirage, eh bien je ne peux pas le prendre au deuxième tirage. Donc ici, si i égale j, la probabilité, sachant n1 égale i, de l'événement n2 égale j, cette probabilité vaut 0. Et sinon, vous avez pris au premier tirage le numéro i. Quelle est la probabilité que vous preniez le numéro j? Donc cette fois, il reste dans les jetons restants, mais il y a un jeton qui porte le numéro j parmi n-1 jetons en tout. Donc voilà les probabilités que l'on obtient. Là aussi, une question relativement simple. Troisième question, on demande d'en déduire la probabilité que n2 soit égal à j. Donc on va se donner bien sûr j dans un n. Quelle est la probabilité que n2 soit égal à j? Eh bien, pour calculer cette probabilité, je vais utiliser la formule des probabilités totales. Pour utiliser la formule des probabilités totales, il me faut un système complet d'événements, et je vais utiliser celui qui est lié à la variable n1. Donc le système des n1 égale i pour i dans l'intervalle 1n est un système complet d'événements, que j'abrège en SCE. Grâce à la formule des probabilités totales, que j'abrège là aussi en FPT, la probabilité que N2 soit égal à J, quelle est cette probabilité? Eh bien, ça sera une somme pour I égale 1 à N, des probabilités que N1 soit égal à I, et que N2 soit égal à J. Évidemment, si on m'a fait calculer la probabilité que N1 soit égal à I et N2 égale J, sachant N1 égale I avant, c'est pas un hasard. Donc je vais pouvoir dire que cette somme-là, c'est la probabilité que N1 soit égal à I, multiplié par la probabilité, sachant N1 égale I, de l'événement N2 égale J. Éventuellement, on peut dire que c'est la formule des probabilités composées qu'on a appliquée ici.
Bref, on a une somme pour i égale 1 à n. 2, si ici on a dit que ça valait 1 sur n. Et le problème, c'est que cette probabilité, elle peut avoir deux valeurs. La première valeur, c'est 0 si i égale j. Et la deuxième valeur, c'est 1 sur n moins 1. Donc ici, j'aurai 1 sur n moins 1, mais seulement si i est différent de j. Et donc, ces deux valeurs ne dépendent pas, bien sûr, de i. Donc, je peux les sortir de la somme. Donc, on aura 1 sur n, facteur de n moins 1, multiplié par la somme pour i égale 1 à n, i étant différent de j, de 1. C'est une somme de 1. Et il y en a combien dans la somme des 1 ? De 1 à n, il y en a n, moins celui que je retire, donc moins 1. Ce qui nous fait 1 sur n facteur de n-1 multiplié par n-1, c'est-à-dire 1 sur n. On me demande de comparer les lois de n1 et de n2. La probabilité que n2 soit égal à j est égale à 1 sur n, donc j'en déduis que n2 suit la loi uniforme, elle aussi, sur l'ensemble 1n. Voilà qui termine cette question. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Les espérances et les variances. Donc, l'espérance, c'est la question 4. L'espérance de N1. Comme N1 suit la même loi que N2, ça sera la même que l'espérance de N2. Et comme tout ce petit monde-là, ce sont des lois uniformes, j'applique la formule apprise en première année, n plus 1 sur 2. Et évidemment, on aura la même chose pour la variance. Alors, c'est N1 en majuscule. La variance de N1 qui sera la même que la variance de N2. Et ici, on a du n carré moins 1. Le tout sur 12. Encore une question de fini. Question 5. On me demande les probabilités que N1 soit égal à I et N2 soit égal à J. En fait, ce travail-là, on l'a déjà mené. Alors, pas tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. I et J dans 1n au carré. Et là, il peut se passer deux choses. Finalement, c'est le travail que l'on a fait ici. Quand j'ai appliqué ma formule des probabilités totales, alors j'aurais pu écrire directement ça, on aurait passé cette étape-là, mais c'est pas très grave. Donc, toujours est-il qu'on a deux possibilités. Donc, la probabilité que N1 soit égal à I et N2 soit égal à J. Comme on l'a dit plus haut, elle vaut 0 si I égale J. Et elle vaut, je n'écris pas tout ça, égale 1 sur N facteur de N-1 si I est différent de J. Et on me demande de me servir de ça pour calculer l'espérance de N1, N2. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de N1, N2 ? C'est une espérance. Alors ici, comme les deux variables aléatoires ont un support fini, on n'a pas de problème de convergence. Il y a forcément une espérance. Donc c'est la somme pour tous les couples IJ dans 1n au carré, du produit donc IJ multiplié par la probabilité que x, non c'est pas x, c'est n1, soit égal à i, et que n2 soit égal à j. C'est-à-dire, en fait, qu'on va avoir une double somme. C'est la somme pour i, par exemple, égale 1 à n, de la somme pour j qui va lui aussi aller de 1 à n, des i multipliés par j. Et cette probabilité-là, on peut la représenter. Donc, soit c'est 1 sur n, n plus 1, soit c'est 0. Donc, exactement comme tout à l'heure, j'aurai ici une multiplication par 1 sur n, n moins 1, à condition ici d'écrire que j n'est pas égal à i. Et il y a tout un tas de choses que je vais pouvoir sortir de ma somme par linéarité. Donc ici, le 1 sur n, n-1, je peux le sortir globalement de la somme. Ensuite, je vais avoir une somme pour i égale 1 à n. Le i ici, je peux le sortir de la deuxième somme, puisque la deuxième somme, son indice c'est j, donc j'aurai i, multiplié par la somme pour j égale 1 à n, j différent de i, de j. Alors cette somme, c'est une somme qui est presque connue. Je dis presque connu parce que c'est une somme des entiers. Le problème, c'est que, entre guillemets, il y a un trou dedans. C'est pas très grave. Je vais dire que c'est la somme complète moins
la valeur qui est comptée en trop. Donc j'aurai du 1 sur n, facteur de n-1, la somme pour i égale 1 à n, di, multiplié par la somme pour j égale 1 à n dj, moins l'élément que j'ai compté en trop, qu'est-ce que c'est? C'est i. Et j'ai cette chose-là. Alors on va pouvoir simplifier tout ça, donc on aura 1 sur n, facteur de n-1, multiplié par la somme pour i égale 1 à n, di multiplié par cette somme d'entiers, n plus 1 sur 2, moins i. Et là, évidemment, on va développer. Donc j'aurai 1 sur n, facteur de n-1. Cette chose-là, je peux la sortir par linéarité. Donc j'aurai facteur de n plus 1 sur 2, multiplié par la somme des i. Moins, le deuxième morceau, ça sera une somme de i carré. Alors j'écris ça en tout petit, i égale 1 à n. Et maintenant, on n'a plus qu'à terminer le travail. On a deux sommes connues. Donc on a 1 sur n facteur de n-1, n facteur de n plus 1 sur 2. La somme des i, c'est encore n plus 1 sur 2. Donc j'aurai n carré, n plus 1 au carré, sur 4, moins cette somme-là, donc n plus 1, 2n plus 1, le tout sur 6. Alors déjà, première petite simplification, je peux tout diviser par n. Ensuite, je peux tout mettre sur 12 assez facilement. Ici, je multiplierai par 3, ici, je multiplierai par 2. Donc on aura 1, je vais tout diviser par n plus 1, donc ça sera sur 12. n plus 1. Le premier morceau, on a dit qu'on le multipliait par 3, donc on a 3n plus 1 au carré, et le deuxième, on a dit qu'on le multipliait par 2. n plus 1, 2n plus 1. On pourrait tout développer, on obtiendrait un second degré, mais il y a un petit peu plus malin, puisqu'ici, plus simplement, on peut mettre n plus 1 en facteur. Donc on aura n plus 1, facteur de 3, et il me reste un paquet avec n plus 1, moins 2 facteur de 2n plus 1. Voilà. Le tout sur 12, facteur de... J'ai mis n plus 1 ici, mais c'est n moins 1 en fait. 12 facteur, on a dit de n moins 1. Donc ici, on a n plus 1. Ce qui fait penser qu'ici, j'oublie un n. Donc ici, c'est 3n. Facteur de quoi? Là, il va falloir que je développe. Donc on va avoir 3n carré, on va avoir 3n, on va avoir moins 4n, on va avoir moins 2, divisé par 12 facteur de n-1, c'est-à-dire qu'on a n plus 1, facteur de 3n carré, moins n, moins 2, le tout sur n, sur 12, facteur de n-1. Et là, on peut s'en sortir de plusieurs façons. Une façon de faire serait de dire que, puisqu'on nous donne le résultat dans l'énoncé, on va diviser 3n carré moins n moins 2 par n moins 1, et on espère qu'il y a une simplification. Bon. Après, ici, c'est assez sympathique qu'on nous donne le résultat dans la question, mais on pourrait très bien ne pas nous le donner. Et si on ne nous le donne pas, savoir qu'il y a n moins 1 là-dedans, c'est pas forcément simple. Donc ce qu'on va faire tout simplement, ici on a un trinôme du second degré, on va le factoriser avec un discriminant. Donc pour le trinôme 3n carré moins n moins 2, alors je vais réécrire comme ça, 3x carré moins x moins 2, le discriminant de ce trinôme, combien est-ce qu'il vaut? Vous avez moins 1 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 2, 4 fois 3, 12, fois 2, 24, 24 plus 1, 25. Donc vous avez une première racine qui sera 1 moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire donc sur 6, ce qui nous fait moins 4 sur 6, donc moins 2 tiers. Une deuxième racine qui est
1 plus 5 sur 6, 6 sur 6, ce qui nous fait 1. Moralité, l'espérance de N1, N2, c'est égal à quoi? Je reprends tout ça, et ici, je vais faire ma factorisation. Donc, j'aurai N plus 1. Mon trinôme, donc, qui sera N moins 2 tiers, donc N plus 2 tiers, multiplié par N moins 1. Et je dois multiplier ça par le coefficient dominant, donc par 3. Et on doit donc diviser par 12 facteur de n-1. Alors bien sûr, on pourrait avoir envie de simplifier le 3 et le 12, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. D'abord, on va simplifier par n-1. Et ensuite, ici, comme j'ai des tiers, pour m'éviter d'avoir une fraction à plusieurs étages, je vais multiplier ce morceau-là par 3. Donc j'aurai n plus 1. 3 fois n, 3n. 3 fois 2 tiers, 2. Le tout sur 12. Et voilà l'espérance du produit N1, N2. Question d'après. La covariance est le coefficient de corrélation linéaire de N1 et de N2. La covariance de N1 et de N2, c'est, d'après la formule de Koenig-Huygens, l'espérance de N1, N2 moins l'espérance de N1 multiplié par l'espérance de N2. Et là, ça tombe bien parce qu'on a tout. Donc, on a ici du N plus 1, facteur de 3N plus 2, sur 12, moins l'espérance de N1, qui était N plus 1 sur 2, multiplié par l'espérance de N2, qui est la même, donc N plus 1 sur 2 au carré. Ce qui nous fait du N plus 1, facteur de 3N plus 2, sur 12, moins N plus 1 au carré, sur 4. Évidemment, on va pouvoir tout mettre au même dénominateur en multipliant la deuxième partie par 3. Donc, ce qui nous fait du N plus 1, facteur de 3N plus 2, moins 3 N plus 1 au carré, le tout sur 12. Évidemment, vous l'aurez compris, on va mettre N plus 1 en facteur. Ce qui nous fait N plus 1, facteur de 3N plus 2, moins 3 facteurs de N plus 1, donc 3N moins 3. Le tout sur 12. Et donc 3N moins 3N, il n'y en a plus. 2 moins 3, ça nous fait moins 1. Et il nous reste donc moins 1 multiplié par N plus 1 sur 12. Et donc ça, c'est la covariance de N1 et de N2. Ensuite, je crois qu'on nous parle du coefficient de corrélation linéaire. Tout à fait. Donc le coefficient ρ de N1 et de N2, qui est la covariance de N1 et de N2, divisé par l'écart type de N1 multiplié par l'écart type de N2. Alors l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Comme la variance de N1 et de N2 sont égales, et bien ici, quand je multiplie tout ce petit monde-là, ça me donne tout simplement la variance de N1. Donc ici, je vais avoir du moins N plus 1 sur 12, divisé par la racine donc, de N carré moins 1 sur 12, multiplié par la racine de N carré moins 1 sur 12, ce qui va me faire ici tout simplement du N carré moins 1 sur 12. On le sait tous, diviser c'est multiplier par l'inverse, ou alors tout simplement on simplifie en multipliant par 12, ce qui revient exactement au même, et donc on va obtenir moins facteur de n plus 1 divisé par n carré moins 1. n carré moins 1, c'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable qui vaut n moins 1, facteur de n plus 1. On simplifie et il nous reste moins 1 sur n moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1 moins n. Donc voilà mon coefficient de corrélation linéaire. Remarquez que plus n est grand et plus le coefficient est proche de 0. C'est-à-dire moins les variables n1 et n2 sont corrélées. C'est assez logique. Plus vous avez un petit nombre de jetons et plus le numéro que vous tirez au premier, que vous avez tiré au premier lancer a une influence sur le numéro que vous allez tirer au deuxième. Si vous avez 3 jetons, vous avez pris
le jeton numéro 1, il ne vous reste pas beaucoup de possibilités pour le deuxième. Par contre, si vous avez un grand nombre de jetons, plus n est grand, et plus dans ce cas-là, il n'y a pas de lien, enfin moins plus exactement, il y a de lien entre le numéro du premier et le numéro du deuxième. Donc c'est tout à fait logique d'obtenir ce genre de coefficient qui va avoir comme limite 0 finalement quand n va tendre vers plus l'infini. Je crois qu'il reste une question. Oui, la variance de n1 plus n2, c'est la dernière question. La variance de n1 plus n2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la variance de n1 plus la variance de n2 moins 2 fois la covariance de n1 et de n2. La variance de n1, on l'a calculée. On a obtenu n plus 1 sur 2. C'est la variance, pardon. Donc c'est n carré moins 1 sur 12. La variance de n2, c'est la même, donc je multiplie par 2. Moins 2 fois, là aussi, la covariance de tout ce petit monde-là. Et la covariance de ce petit monde-là, on a obtenu n plus 1 facteur de 3n plus 2. Le tout sur 12. Bon, déjà ici, le 2, 12, on peut simplifier. Même chose ici. On a de la chance, ça reste au même dénominateur. Le n carré moins 1, je peux dire que c'est n moins 1 facteur de n plus 1, moins n plus 1 facteur de 3n plus 2, le tout sur 6, et bien sûr, on peut mettre là-dedans n plus 1 en facteur. Donc on aura n plus 1 facteur de n moins 1, moins 3n moins 2, le tout... Non, j'ai dit une bêtise. Du coup, sinon on va obtenir une variance négative, ce qui n'est pas possible, parce que ça, c'est pas la variance, c'est l'espérance de n1, n2. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme covariance? On avait trouvé moins n plus 1 sur 12. Donc, moins facteur de n plus 1 sur 12. Bon, on a de la chance, la simplification se fait quand même. Moins, plus, ça va s'arranger. Et le n carré moins 1, là aussi, ça va assez bien, puisque n carré moins 1, c'est donc n moins 1 facteur de n plus 1. Ça ne change pas. Moins et moins plus, donc n plus 1. Le tout sur 6. Ce qui va nous faire n plus 1 facteur de n moins 1 plus 1. Le tout sur 6, c'est-à-dire n plus 1, le tout sur 6. Et donc ça, c'est la variance de n1 plus n2. Et voilà ce qui conclut cet exercice, premier exercice du DM, mais qui était donc l'exercice 9 de la feuille de TD.